La radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, 4 jeunes arrêtés à Fatick. Ils manifestaient hier contre la politique du président Macky Sall qui est en défaveur du Sina. Une rupture diplomatique entre Israël et le Sénégal. Tel Aviv ne l'envisage pas malgré la brouille qu'il y a entre les deux pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Israël s'est prononcé sur la question. Vous l'entendrez dans ce midi. L'association Défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et services réclame la baisse du coût de l'électricité d'au moins 15%. D'après la Détals, les consommateurs ont assez attendu. Un observatoire du loyer au Sénégal, des associations de consommateurs l'attendent de l'État. Elles l'ont dit ce matin. Et puis le point sur les IPM dans 6 régions du Sénégal. Il n'existe pas d'institution de prévoyance maladie. L'actualité internationale, les titres, Georges Détieux, bonjour. Bonjour Antoine. Ebola, 3 ans aujourd'hui. L'apparition de l'épidémie, le sous-directeur général de l'OMS fait le bilan et parle du vaccin anti-Ebola. En Gambie, Adama Barrow se prépare à gouverner. Le président élu de la Gambie annonce son plan de développement national. Donald Trump, Denis Sassou Nguesso, rencontre entre les deux hommes aujourd'hui aux États-Unis. Rencontre sur la crise libyenne. La page des sports, les titres, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf et on va s'intéresser à la Coupe d'Afrique des Nations. La plupart des nations qualifiées à cette compétition sont entrées dans la phase active de leur préparation avec la publication de listes de sélectionnés ou alors de présélectionnés. Pour l'instant, pour le Sénégal, on n'en a pas une idée. Tout de même, les fédéraux ont pris le devant en organisant des rencontres amicales. Nous y reviendrons et nous allons parler aussi de l'équipe de Zimbabwe, adversaire de groupe du Sénégal, qui se prépare à la Coupe d'Afrique. Hier, cette formation a fait match nul contre l'équipe nationale locale de la Côte d'Ivoire. Vous entendrez le témoignage d'un de nos confrères ivoiriens. Et puis pour terminer, nous allons parler de la suite du Boxing Day avec Liverpool de Sadio Mané qui joue cet après-midi contre Stoke City et Nantes. Dans cette édition, la chronique de Papa Sambakan. Et suivez la rétro-société aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. 4 des jeunes qui ont manifesté hier à Fatick pour dénoncer la politique du président Macky Sall envers le Sine ont été arrêtés par la police. Ils avaient barré la route nationale et brûlé de pneus pour exprimer leur colère. Aminata Goudiaby. Les 4 personnes interpellées s'agissent de Alassane Diop, Mamadou Sy, Adama Diop et Papsi Diop. Les 3 personnes ont été arrêtées hier même peu après leur manifestation et l'autre, d'après ses camarades, a été cueilli ce matin à son lieu de travail. Ces jeunes font partie de la bande qui a brûlé des pneus et barré la route nationale numéro 1 hier pendant près d'une heure. Motif de cette réaction de ces jeunes réclamant de l'APR, une grande colère contre le chef de l'État et secrétaire général de leur parti. Après 4 ans de pouvoir, ces jeunes ne se sentent pas récompensés et pourtant d'après eux, ils ont accompagné le chef de l'État Macky Sall dans tous ses combats et cela depuis 2009. Le chômage, selon le porte-parole d'hier Marafay, continue de croître dans la région et très peu de jeunes ont été promus à Fatick. Il ajoute que ce sont des transhumants qui occupent désormais les premiers rangs et cela est injuste d'après ses propres termes. Après l'arrestation de quelques-uns de leurs camarades, les autres comptent se livrer eux-mêmes à la police. Pour eux, c'est juste de l'intimidation et que le combat va continuer. Interpellé, Matarba, le ministre des Sports et néanmoins responsable politique de l'APR à Fatick, se désole de cette situation. Il appelle ces jeunes au calme et à la sérénité. D'après lui, c'est uniquement dans la discussion que l'on peut trouver des solutions. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Amakam, l'APR est divisée. Des responsables du parti présidentiel pensent que l'heure de rassembler les différentes tendances est une nécessité avant les prochaines élections législatives. Correspondance à Liban. Déchiré par la division née de guerres de positionnement entre les responsables, il faut nécessairement entreprendre dès maintenant des pourparlers pour rapprocher les différentes sensibilités de l'APR. Pour éviter toute rébellion dans le camp présidentiel en vue des prochaines législatives, il faut encourager l'esprit de dépassement pour unifier les différentes factions. C'est l'avis de Diatourou Ndiaye, le directeur de cabinet du Premier ministre en marge du festival de Ndjidjilogne. Nous n'inscrivons pas, en tout cas moi je parle avec tous les cadres, tous les responsables politiques du département, toutes tendances confondues. Et j'encourage aussi Pardongom à pouvoir dialoguer avec tous les responsables politiques parce que nous avons un seul leader, un leader unique et nous tous nous œuvrons pour la réussite en cas du président Macky Sall. Croyez-vous que la fracture puisse se ressouder d'ici 6 mois de législative? Bon, je crois bien.
Maintenant, ça dépendra de quand il y aura l'investiture, que ça soit une investiture consensuelle et que tous puissent adhérer. Les responsables qui seront investis doivent quand même être à la hauteur et être pris de manière en tout cas démocratique et consensuelle pour que cette cassure qu'il y avait au niveau du département puisse quand même être corrigée. Si dans le département de Kanel, le président Macky Sall a finalement ramené le calme en réaffirmant son choix sur le coordonnateur départemental, à Matam, il faudra bien des combinaisons pour sauver la coalition présidentielle où l'émergence des listes parallèles reste et demeure une menace sérieuse. Matam, Ali Bandegnan, RFM. Nous n'en sommes pas encore, ce sera à 14h, 12h, 6 minutes, vous suivez le grand journal. Il ne faut pas aller trop vite il ne faut pas aller trop vite en besogne. Israël n'envisage pas une rupture diplomatique avec le Sénégal malgré la crise qui existe entre les deux pays ces jours-ci. Pour l'instant, l'État hébreu s'est limité au rappel de son ambassadeur à Dakar et à la suspension de sa coopération avec le Sénégal. C'est un signe de protestation contre la décision de Dakar de porter la résolution des Nations Unies qui a interdit aux Israéliens de poursuivre la colonisation des terres palestiniennes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Israël, Emmanuel Nashon, joint à Tel Aviv par Babacar Fall. Il était l'invité d'RFM. Mais il faudra quand même réfléchir à plusieurs aspects de nos relations diplomatiques. Mais tout cela, comme je vous l'ai dit, sera déterminé par notre Premier ministre par la suite, donc pas immédiatement. Vous comptez toujours sur le Sénégal malgré cette crise diplomatique? Mais bien évidemment, si tout cela sera résolu de manière qui est satisfaisante et acceptable pour Israël, alors bien sûr que oui. Mais encore une fois, il y a des décisions à prendre, mais elles seront prises par notre Premier ministre, par nos dirigeants politiques, et donc pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Cette mesure diplomatique, vous l'avez prise à l'encontre du Sénégal. Vous ne faites pas la même chose pour les puissances qui ont voté cette résolution et qui sont membres du Conseil de sécurité. Oui, mais le Sénégal, contrairement aux grandes puissances, le Sénégal a choisi de sponsoriser cette décision. En fait, le Sénégal et 4 autres pays, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela et la Malaisie, ont choisi de présenter cette résolution. Donc, ils ont joué un rôle qui est très actif dans ce domaine, qui va au-delà, en fait, du rôle joué par les autres pays. Il est 12h08, vous suivez le grand journal. RFM, le journal. La baisse du coût de l'électricité d'au moins 15%, c'est ce que demande l'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et services. En conférence de presse ce matin, la DTALS a estimé que les usagers ont assez attendu. Plus de 2 ans après la chute du prix du pétrole, l'État a l'obligation de réduire le coût de l'électricité et assurer un service de qualité aux usagers. C'est ce qu'a fait savoir la DTALS. Compte rendu Sornana Tambaï. Dans un élan unitaire, les jeunes de Saint... Compte rendu de Sornana Tambaï dans quelques instants. Promesse du chef de l'État, réduire le prix de l'électricité au plus tard en janvier 2017. L'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et des services rappelle cet engagement et estime que le consommateur doit même y gagner davantage. Mamadou Anne en est le président. Nous estimons qu'on devrait avoir 15% de réduction qui maintenant, en application par tranche, ne sera pas unique. Il est temps que Sénélec crée une tranche sociale comme l'eau. Il y a une tranche dite sociale. De lui donner suffisamment qui fait qu'il y aura une... Plus de 25 mois après la chute du baril du pétrole, la Sénélec a eu le temps de se relever de sa crise. La vérité du prix, elle doit s'appliquer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Dans ce temps-là, le baril baissait et le prix baissait au niveau du Sénégal pour Sénélec. Les autorités nous avaient demandé de permettre à Sénélec de se refaire santé parce que Sénélec avait très beaucoup de difficultés, mais en 2 ans qu'on allait partager. Les 2 ans sont arrivés. Aujourd'hui, la baisse est plus qu'une exigence. C'est un droit. Nous payons pour chaque litre une taxe là-dessus. Et maintenant, il est temps que le partage qu'on nous avait annoncé il y a 2 ans se fasse, mais ce que le partage-là ne soit pas le partage bouquet. Pour Mamadou Anne, tous les avantages nés de la relance du secteur de l'électricité ne doivent pas seulement profiter à la Sénélec.
Toujours dans l'intérêt des populations, des associations de consommateurs demandent à l'État de mettre en place un observatoire du loyer au Sénégal. Cet instrument aura pour rôle de veiller à l'application de la loi portant baisse du loyer. L'idée a été émise lors d'une conférence de presse ce matin. Mohamed Alimouba, ce sera lors de nos prochaines éditions. Les suites de l'incendie survenu à la décharge de Mbebes, un expert en environnement fait savoir que les conséquences sur la santé des populations sont à craindre. D'après Chargei Denda, cet incendie va aggraver la situation de Mbebes, qui est une véritable bombe écologique. Nous l'écoutons avec El Haj Ndiogoudienne. Cet incendie vient couronner et remettre dans l'actualité le problème de cette bombe écologique qui se trouve dans Dakar. Mbebes existe depuis plus de 30 ans et constitue un problème dont la solution est sans cesse repoussée. Il pose des défis environnementaux cruciaux avec un impact très très important sur la pollution aérienne, la pollution des nappes phréatiques. Donc, Dakar dépend beaucoup pour sa fourniture en eau potable, mais aussi pour le maraîchage et d'autres formes d'agriculture, mais également le ruissellement des eaux de surface, donc qui fait circuler tous ces produits qui sortent de cette décharge et qui fait circuler dans tout Dakar. À court, moyen et long terme, il y aura des conséquences sur eux. Tous les jours, je pense que ce sont des gens qui sont éternellement malades, qui sont malades au quotidien. Mais en même temps, on peut aussi le noter, ce sont des gens qui n'ont pas une très longue vie. On a fait des études là-dessus. D'ailleurs, on a fait installer même des structures médicales à cause de ça. Ce sont des gens qui ont une courte vie parce qu'ils sont victimes de tous les impacts que peut avoir une charge de ce type non traitée, accumulatrice, et qui donc pose aussi des problèmes environnementaux très graves. 6 régions du Sénégal sont sans IPM et le taux de couverture maladie est en moyenne à 35%. Le défi est de l'amener à 75%. En attendant, on a décompté 117 institutions prévoyance maladie qui polarisent 1800 entreprises. L'étude réalisée à ce propos a été restituée ce matin à Mantouré. Au Sénégal, 35% des travailleurs bénéficient de couverture maladie. Pourtant, le gouvernement prévoyait un taux de couverture de 75% en 2017. Les autorités prévoient l'instauration d'IPM maison pour les entreprises dépassant 300 employés. Et pour le reste, il faut une interconnectivité entre sociétés. Un peu insignifiant, c'est moins du quart du nombre d'entreprises qui ont été dénombrées par l'ANSD. Il faudrait que les visites se multiplient sur le terrain, parce que les entreprises qui ont moins de 300 doivent se regrouper. Donc il y a un travail d'accompagnement qui sera fait par l'administration du travail pour leur permettre d'avoir des inter-IPM. Sur 14 régions, seules 8 bénéficient de couverture et pour les 6 restantes, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, selon le ministre du Travail Mansour Sy. Non, région yi am IPM, c'est-à-dire xam nga nak entreprise yi bëriwuñu ci yenn région yi. Le rapport présenté aujourd'hui indique le nombre d'IPM existantes, 117, le nombre de travailleurs couverts, presque 2000, le nombre de conjoints par sexe et par tranche d'âge, le nombre d'enfants de moins de 5 ans, la population totale couverte et les dépenses de santé assurées. 114 IPM ont été dénombrés en 2014 et parce que c'est une enquête qui porte sur cette année et des initiatives sont prises pour que cela puisse se renforcer. On a dénombré en 2014 plus de 52 777 enfants de moins de 5 ans pris en charge dans le cadre de ces IPM. Et bien sûr, pour les enfants de 5 à 21 ans, 90 697. Difficile d'atteindre les 75% en 2017. Et pourtant, le ministre parle de défi de l'extension de la couverture maladie à toutes les couches de la population sénégalaise. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Détché-Diop. L'épidémie d'Ebola, on en reparle. Cela fait 3 ans que la maladie apparaissait en Guinée. Oui, épidémie terminée, mais elle a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aujourd'hui, un vaccin anti-Ebola est élaboré. L'OMS et ses partenaires ont confirmé son efficacité sur la situation actuelle de la maladie. Et sur le vaccin, nous avons interpellé le docteur Marie-Paul Kieni, sous-directeur général de l'OMS pour les systèmes de santé et l'innovation.
pour le moment, heureusement, il n'y a plus de cas Ebola nulle part en Afrique. Alors, ça, c'est le cas depuis la dernière toute petite épidémie qu'on a eue en Guinée, qui était liée à l'infection par voie sexuelle d'un partenaire d'un survivant guéri, parce que certains hommes peuvent garder pendant quelques mois du virus encore dans leur sperme. Donc depuis le mois de mars 2016, il n'y a plus de cas, mais bien entendu, étant donné que la grosse épidémie qu'on a eue en 2014-2015 était loin d'être la première, on peut s'attendre qu'il y ait de nouvelles petites épidémies, si je peux dire, bien qu'on ne sache pas exactement ni où ni quand. Alors la nouveauté, c'est la découverte d'un vaccin anti-Ebola. Quand est-ce que le vaccin sera sur le marché ? Alors, il y a encore un certain nombre d'opérations à faire. Avant que ce vaccin ne devienne, nous l'espérons, un produit qui est disponible sur le marché pour la vaccination des populations. Entre autres, il faut encore que le producteur du vaccin, qui est la société américaine Merck, dépose les dossiers d'enregistrement auprès des autorités de réglementation. Alors, on attend qu'ils puissent faire ça au courant de l'année 2017. Ce sont des dossiers très complexes qui contiennent, bien entendu, les résultats de l'étude que nous avons fait en Guinée, mais aussi un gros dossier sur les méthodes de fabrication, sur le contrôle qualité du vaccin, etc. Et donc, si effectivement, comme nous le pensons, le producteur va pouvoir faire ça en 2017, on devrait avoir, si tout va bien, un vaccin enregistré en 2018. Le docteur Marie-Paul Tieni, sous-directeur général de l'OMS pour les systèmes de santé et l'innovation, elle était jointe de Genève. En Gambie, Adama Barrow. Mis en place un expert à bord du dialogue. Dans un comité. Durable. Adama Barrow veut assurer que le pays exploite pleinement son potentiel dans les économique, social, culturel et environnemental pour coordonner la mobilisation des experts devant préparer le plan de développement qui va remplacer celui du gouvernement sortant. Selon le communiqué, il s'agit d'un programme de développement triennal 2017-2020. Adama Barrow veut que son gouvernement soit immédiatement opérationnel après son investiture le 19 janvier prochain. Il a en outre appelé les Gambiens à prier pour une transition pacifique. Mais il faut d'abord attendre que la Cour suprême examine le 10 janvier prochain le recours du parti du président Jammeh qui demande l'annulation du scrutin pour donner suite à ce programme de Adama Barrow. Situation toujours préoccupante en République démocratique du Congo. Le Nord Kivu en proie à des attaques de milices. RFI fait état d'au moins 49 civils tués. Les attaques de milices se multiplient dans la région sur fond donc de rivalité ethnique pour les unes et d'intrusion de rebelles ougandais pour les autres. En Afrique du Sud, 3 morts dans une prison dans la province du Cap-Oriental. C'est à la suite d'affrontements entre détenus et gardiens. 26 personnes ont été blessées, 10 seraient dans un état grave. Le ministre de la Justice est attendu sur les lieux. Le parti d'opposition Alliance démocratique a appelé à l'ouverture d'une enquête. Denis Sassou Nguesso, aux États-Unis, le président congolais doit rencontrer aujourd'hui Donald Trump, le nouveau président américain, au centre des discussions. La crise libyenne, Denis Sassou Nguesso étant le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et pour terminer, les suites de l'accident de l'avion russe, les opérations de secours ont permis de repêcher ce matin l'une des boîtes noires de l'appareil. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe de la Défense. Cette découverte va permettre de déterminer les causes du drame. Le crash de l'avion est intervenu dimanche après son décollage de Sochi pour la Syrie. Il y avait à bord 92 personnes, dont plus de 60 artistes des chœurs de l'Armée rouge. Georges Détché-Diop, merci pour cette page internationale. Et puis vous rappelez que vous pourrez suivre après la revue de presse, la rétro-société d'RFM. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous Antoine. CAN Gabon 2017, les Lions vont très tôt entrer dans la phase active de la préparation. Voilà, c'est bien très bientôt. La plupart en tout cas des nations qualifiées à cette compétition sont entrées
Dans la phase active de la préparation, certains ont rendu public leur liste des 23, tandis que d'autres ont confectionné une pré-liste. À moins de 3 semaines du début de la compétition, le Sénégal tarde encore à le faire plutôt. Cependant, le planning est déjà ficelé avec des rencontres amicales à l'appui, notamment contre la Libye et contre le Congo-Brazzaville. En Côte d'Ivoire aussi, la liste des 23 jours va être rendue publique demain. Hormis les formes inquiétantes de Wilfried Bony et Max-Alain Gradel et l'état de santé d'Eric Bailly, la surprise va découler de Wilfried Zaha, noté qu'au Gabon. Aussi, la Côte d'Ivoire va défendre son titre acquis en 2015 en Guinée équatoriale. Hier, les éléphants locaux ont tenu un échec en match amical international. Le Zimbabwe, 0 but partout. Le Zimbabwe qui est adversaire du Sénégal, de l'Algérie et de la Tunisie. Une confrontation à laquelle a assisté notre confrère Doum Diakité de Radio Trècheville. Aussi prévient-il, les Black Mambas ont un football très alerte adossé à une bonne défense. Le Zimbabwe a déployé donc un bon football face aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont résisté et puis le score est là pour l'attester, score nul 0-0. L'équipe zimbabwéenne jouait beaucoup à la prudence. Les Zimbabwéens ont mis en place un bloc arché autour du gardien Donovan Bernard, du capitaine Ardifé Zirekui. Et puis on a vu des attaquants très mobiles tels que Wartel Kolegi Moussala qui joue à Ostende en Belgique. Et puis il y a également Sidotanda Kadouré, lui qui joue en Suède. Ces deux joueurs-là ont beaucoup bougé dans la défense ivoirienne. Et puis voilà, on avait une équipe zimbabwéenne très mobile, et puis qui joue beaucoup concentrée sur sa défense. Pensez-vous véritablement que c'est une équipe à la portée du Sénégal? C'est une équipe zimbabwéenne qui peut créer des surprises, même si aujourd'hui on ne peut pas parier sur les vainqueurs des Zimbabwéens face aux Sénégalais, qui est donc à la forme actuelle des Lions de la Teranga. Mais toujours est-il que le Zimbabwe est une nation à prendre au sérieux, surtout que c'est une équipe qui joue beaucoup défensif. Cher Tidiane, le Gabon a rendu public la liste de ses 23 joueurs. Les Panthères gabonais seront portés par Pierre-Emerick Aubameyang sous la houlette de leur nouveau sélectionneur. Il s'agit de José Antonio Camacho. Le Gabon, pays hôte de la compétition, a donné donc sa liste ce matin. Nous parlons, Antoine Navetan. Chez vous, les jeunes de 18 villages de la zone des bas-fonds situés au nord de Ndiaganyao, déterminés en tout cas à se battre jusqu'au bout pour avoir leur propre zone. Ils réclament aussi un terrain praticable. Nous y reviendrons très certainement avec Abdou Diouf Junior dans son reportage. L'enquête préliminaire sur le crash de l'avion transportant l'équipe de Chapecoense le 28 novembre dernier a livré ses résultats. L'aviation civile colombienne a pointé un manque de carburant dans le réservoir de l'avion dans lequel 71 personnes, dont 19 footballeurs du club brésilien, ont perdu la vie. Et puis pour terminer, nous parlons du championnat d'Angleterre, plutôt avec Boxing Day, et qui va donc se poursuivre aujourd'hui. Une seule rencontre au programme, c'est celle devant opposé, plutôt deux rencontres, c'est celle-là devant opposer Liverpool de Sadio Mané à Stoke City de Mame-Biram Diouf. C'est à partir de 17h15. Le dernier match du Boxing Day va opposer Southampton à Tottenham. Notez que Chelsea reste leader avec 46 points, suivi de Manchester City, deuxième provisoire avec 39 points. Cher Tidiane Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Papa Sambakane. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a aujourd'hui un seul pays au monde qui pratique la colonisation de terres qui ne sont pas les siennes et appartenant juridiquement à un autre pays. Cet État se nomme Israël. Le pays spolié de ces terres se nomme Palestine. Cette Palestine, son voisinage avec Israël en a fait un proto-État qui, depuis 1948, court derrière une véritable reconnaissance de sa souveraineté. Ce n'est possible que parce qu'Israël, qui ne veut absolument pas de cette souveraineté, est soutenu aveuglément par un Occident tétanisé par sa mauvaise conscience vis-à-vis du peuple juif. On ne compte plus les gages que les Occidentaux donnent à Israël quant à leur soutien inconditionnel à sa cause. Mais l'État d'Israël et ses politiciens, qu'il convient de ne pas confondre avec le peuple israélien, en veulent toujours plus. Ce qui commence à exaspérer même leurs alliés, dont certains ne le sont que pour se dédouaner de leur contribution à la tentative d'extermination du peuple juif par les nazis. Mais, on le sait, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. En 1996, 70% du budget de la coopération culturelle allemande allait à Israël. Le reste, seulement 30%, à tous les États pauvres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Europe qui pouvaient en avoir besoin.
C'était une manière pour l'exécutif allemand de dissimuler au Bundestag, le Parlement, qui votait déjà régulièrement des multiples soutiens financiers à Israël, les fleurs faites à cette nation, souvent au détriment de nations plus nécessiteuses. Au même endroit, une institution allemande où nous apprenions cela, un groupe de journalistes africains dont moi-même, de jeunes cadres allemands nés après la guerre et moins concernés par la mauvaise conscience de leurs parents, s'en offusquaient déjà violemment. Ils ne comprenaient pas ces fleurs faites à Israël. Le monde changeait déjà et les dirigeants israéliens devaient en tenir compte pour changer eux aussi. Aux Nations Unies, depuis 1948, les résolutions se succèdent qui tentent à instaurer un équilibre géopolitique entre Israël et la Palestine. En vain. Profitant du rapport de force sur le terrain qui lui est favorable, Israël s'est opposé à leur mise en œuvre. Toujours impunément, face à un Occident autoproclamé gendarme du monde, mais partisan, parce que tétanisé, on l'a dit, par un sentiment de culpabilité sur lequel les politiciens israéliens ont toujours joué. Depuis que l'État d'Israël est devenu par la force des choses une réalité géopolitique irréversible, le projet palestinien s'accommode bien de cette trouvaille diplomatique frappée du plus grand réalisme qui veut 2 États souverains sur ce qui était pour les uns la grande Palestine, pour les autres le grand Israël. Une fois ceci réalisé, a dû se dire la diplomatie mondiale, 2 États au droit reconnus égalitairement par la communauté internationale pourraient plus facilement s'entendre sur la gestion de ces espaces mythiques communs que sont Jérusalem, les 2 grandes mosquées, le mur, etc. À défaut, les arbitrages par les lois internationales deviendraient plus aisés et s'imposeraient à 2 États disposant des mêmes droits et obligations. Et c'est justement ce dont l'État d'Israël ne veut pas, d'où cette surenchère constante sur des questions comme la colonisation dont on ne devrait même pas avoir à discuter aujourd'hui. La vraie question étant un État palestinien souverain. Au XXIe siècle, n'importe quel État soucieux un tant soit peu du droit international, d'équité et de justice, sans parler de paix entre les peuples, aurait des scrupules à se voir enjoint d'arrêter de coloniser les terres de son voisin, comme le veut cette dernière du Conseil de sécurité où siège notre pays qu'il a bien voté, fort de sa souveraineté. N'importe quel État, mais pas Israël. Au contraire, son Premier ministre se fâche et menace tout le monde, de Barack Obama, de la puissante Amérique, à Macky Sall du Sénégal. Il peut encore se le permettre, mais cela durera-t-il? Le monde change et Israël devra changer avec. Sinon, le monde changera sans Israël. Je suis sûr que le peuple israélien ne veut pas ça. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Représailles d'Israël contre le Sénégal, réaction de Benjamin, remarque en une le quotidien. La loi du talion énonce le journal Enquête qui constate qu'après le vote de la résolution contre les colonies israéliennes, Netanyahou a ordonné une série de mesures diplomatiques contre le Sénégal. Le Premier ministre israélien rappelle son ambassadeur et gèle sa coopération avec Dakar. Dakar minimise de son côté et lance le journal LAS qui reprend dans la foulée les propos de Mimi Touré, l'ancien Premier ministre du Sénégal qui se défausse. Tant pis pour Israël Mokhtar. Cette batterie de mesures de rétorsion a plutôt l'heure de doper la diplomatie sénégalaise, trouve de son côté Yamra. Selon la tribune, Israël passe complètement à côté de la plaque. Le confrère note que la furie de l'État hébreu devrait laisser de marbre le Sénégal et les pays souverains qui ont soutenu le vote de l'ONU d'une résolution contre les colonies. Si pour la première fois depuis 1979, les États-Unis n'ont pas mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité concernant la colonisation israélienne, Benjamin Netanyahou et son administration doivent en déduire que quelque chose s'est cassé et que rien ne sera plus comme avant. Qu'Israël cesse son fameux goutte à goutte et qu'il coupe définitivement les ponts, cela devrait être égal en nous, fulmine encore le confrère. Mais question du témoin, jusqu'à quel point porter le combat du peuple palestinien? C'est très bien de soutenir la lutte du peuple palestinien, remarque Mamadou Oumar Ndiaye, mais pas au point d'en rajouter pour porter tout seul un combat à la place des Arabes concernés au premier chef. Le commentateur de poursuivre des Arabes qui n'avaient pas fait de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud un système odieux qui constituait l'équivalent africain du sionisme, une priorité pour eux, pour ne pas dire qu'elle ne les intéressait pas du tout, le fait que des nègres se fassent massacrer, équivalent à leurs yeux à avoir tué du bétail. Va-t-on en arriver à la guerre avec Yaya Jammeh? À lire Direct Info de ce matin, ça en a tout l'air. Babili Mansa, introuvable depuis 4 jours, sûr que celui qui se nomme roi des rois est en train, assure le confrère, de peaufiner des stratégies dans le sens de dérouter les forces africaines
africaines à la tête desquelles trône le Sénégal. En tout cas, note le journal, les chefs d'État de la CEDEAO qui doivent se rendre à l'installation du président élu Adama Barrow et exigent que l'armée sénégalaise assure leur sécurité. Diamé, pour son ultime barreau d'honneur, menace les pays ennemis de représailles et prévient le témoin. Mais selon des sources proches du palais, le dictateur de Kanilai a fait confectionner des cartes d'identité gambiennes pour des activistes djihadistes chargés de commettre des actes de sabotage dans les pays ennemis en cas d'intervention armée. Diamé menace les pays ennemis de représailles. Au sujet de cette intervention militaire en Gambie, justement, le Sénégal prêt à assumer ses responsabilités, assure le ministre de la Défense du Sénégal, Augustin Tine. Ces propos sont à la une du journal Le Quotidien. Le directeur général du port, à la une du journal L'Observateur, Cheikh Kanté, lève le voile du port, titre le confrère. Notre chiffre d'affaires, dit-il, a cru d'une manière jamais égalée dans l'histoire du port. Pour Cheikh Kanté, l'émergence de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier passera par les ports. Mais attention à la corruption. De grands corrupteurs, note Cheikh Kanté, tentent de donner directement de l'argent ou payent des corrompus pour leur confectionner des fiches express de renseignements remplies de mensonges. À la une du journal Walf Quotidien, la visite d'État de Macky Sall en France sur TF1, c'était la bamboula à Paris, remarque le journal. Contrairement à ce qui a été rapporté, le Sénégal n'a pas laissé une bonne image en France lors de la dernière visite d'État de Macky Sall. Selon le confrère, alors que presque seule la famille Faye Sall a pris part au dîner à l'Élysée, des militants et un diplomate se sont tapés dessus pour des enveloppes d'argent. Et puis, derrière les récents conflits dans les mosquées, la cohabitation mouvementée entre salafisme et confrérie, Vox Populi fait un dossier de l'arrivée d'Al-Fala en 1945 aux salafistes de Médine de la France des années 90 en passant par la vague d'Algérie, puis la Yamatou ou Ibadou Rahman dans les années 70-80, l'historique du salafisme au Sénégal. Pour Imam Omar Sall, fait remarquer à nos confrères de Vox Populi qu'ils sont des légalistes et qu'ils respectent les divergences. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci. À présent, la rétro-société 2016. « 2016, en chiffres et en lettres, cette année a beaucoup marqué les esprits avec les nombreux accidents, les meurtres et la violence au quotidien. Société 2016 a été aussi l'année où le secteur de l'enseignement a connu de graves perturbations. Retour sur tout cela avec ce film sonore. Sornana Tambaya. 9 morts et une quinzaine de blessés, c'est le bilan provisoire de cette collision survenue tard dans la soirée vers 1h du matin à Koupentoum. Des vies brisées, des rêves enfuis, ensevelis comme leur corps. Combien de personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en 2016? Des centaines, plus de 500, selon le journal Le Quotidien, qui cite le directeur des transports terrestres. Encore une fois, on promet d'agir, de punir sévèrement. M'incliner devant la mémoire des victimes de la route et pour dire au gouvernement de prendre toutes les mesures qui imposent la gravité de la situation. Sur le contrôle technique des véhicules, avec une tolérance zéro. Malheureusement, les autorités vont devoir aussi s'attaquer à plus complexe. Si à Pékin Khourounar, c'est l'horreur. Vite, la nouvelle s'est propagée. Fatoumata Matar Ndiaye vient d'être tuée. La vice-présidente au Conseil économique, social et environnemental a été égorgée dans sa chambre. Le 19 novembre, jour du Grand Magal de Touba, le Sénégal vit l'effroi avec le meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye. Son chauffeur est vite soupçonné. Il avoue. Pour 300 000 francs, il ôte la vie à sa patronne. Les meurtres sont légion et le plus souvent pour des broutilles. La violence inquiète interpelle tout le monde. Moins d'un mois avant, c'était Ibrahima Samb, un jeune chauffeur de taxi qui se faisait tuer. C'était un vendredi soir, le 28 octobre, dans une station-service à Yoff. Il a frappé le taximan, ils sont battus, je l'ai séparé moi-même. Après, il a rentré sur son véhicule, il a chargé l'arme là-bas, il a sorti. Il tire en l'air un, sur le pneu, il a tiré, il a dit troisième, si tu tues, il a dit tue-moi si tu es Dieu. Et le coup est parti. Le coup est parti, et le gars est tombé. est tombé. Les Sénégalais ont peur avec cette insécurité grandissante.
grandissante. On peut mourir à tout moment, n'importe où. Et le drame de Ndioum n'arrange pas les choses. Découverte macabre dans la plus ancienne pharmacie de la localité. Venu très tôt pour nettoyer les lieux, le préposé à la tâche est tombé en syncope en voyant les corps inertes de 2 de ses collègues dans une mare de sang. Les pharmaciens décident de suspendre les gardes de nuit pendant un moment, en guise de protestation. Des meurtres qui choquent. Malheureusement, on déplore une victime. Il y a un détenu qui est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital principal. Il y a eu de notre côté 14 blessés et du côté des détenus aussi 27 blessés. Tous ces blessés ont été pris en compte dans les structures sanitaires. Cette voix est celle du colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire. À la suite d'une mutinerie à la prison de Rebeuss le 20 septembre, un détenu du nom d'Ibrahima Falmbo est mortellement touché. Les événements relancent le débat sur les difficiles conditions de vie dans les maisons d'arrêt et les longues détentions préventives. 2016 a aussi été une année mouvementée dans le secteur de l'éducation. Après une grève de plusieurs mois, un bras de fer entre les syndicalistes et le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale sort le bâton. L'État du Sénégal dispose de moyens juridiques que la Constitution et la loi lui donnent pour garantir l'intérêt général de la population. Serigne Mbaye Thiam menace de radier 5000 enseignants. Avant cela, il y a eu des ponctions sur les salaires et des réquisitions. Grâce à une médiation menée par des chefs religieux et des structures comme le Haut Conseil du dialogue social, la crise est contenue et l'année scolaire est sauvée. Malgré tout, en cette fin d'année, des syndicalistes restent sceptiques. Il faut dire que le gouvernement est resté dans sa logique de refuser de dialoguer avec les syndicats d'enseignants. La santé, un secteur également très important. Presque tous les syndicats des travailleurs de la santé se sont signalés cette année avec des motifs plus ou moins différents. Mais tout rejoint le bien-être des malades. Je dois vous rappeler que le fonctionnement des structures sanitaires pose un véritable problème d'équité, c'est-à-dire une santé à 2 vitesses. Une santé pour les riches et une santé pour les pauvres. Début juillet 2016, l'État du Sénégal met en place un plan de retrait d'urgence des enfants de la rue. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à cette image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue. Le chef de l'État veut ainsi mettre un terme à l'errance des enfants dans les rues et promet des sanctions aux parents et autres tuteurs réfractaires. Selon les derniers bilans, plus de 1000 enfants ont été sauvés sur plus de 30 000 vivant dans les rues. Le programme, ses limites et les critiques rendent sceptiques. Aujourd'hui encore, la société sénégalaise vit de profonds changements et malheureusement, le négatif prend le dessus. Pour plusieurs Sénégalais, après une rétrospective, une introspection, revoir les comportements. Après 3 ans de mise en œuvre, on fait le bilan de la couverture maladie universelle CMU, une politique de l'État pour démocratiser l'accès aux soins de santé. Une initiative saluée par tous, mais qui tarde à se matérialiser partout au Sénégal. Toutefois, le directeur de l'agence de la CMU est optimiste pour les prochaines années. C'est le dossier Rétro-Société réalisé par Awambaï. Septembre 2013, décembre 2016, la couverture maladie universelle en chiffres. Oui, je vais donner un chiffre. Le président Macky Sall a dit que le taux de couverture au Sénégal avoisine aujourd'hui les 50%. Le mécanisme des imputations budgétaires et des IPM qui couvrent 11% de la population, la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans qui couvre les 15% d'enfants de 0 à 5 ans, les 6% de personnes de 60 ans et plus couvertes par le plan Sésame, les 15 à 17%
87% de Sénégalais qui sont dans les ménages bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale et les plus de 700 000 Sénégalais qui ont cotisé dans le cadre des mutuelles de santé des 14 départements pilotes. C'est le directeur général de l'agence de la CMU, Cheikh Seydi Ababakar Meng, qui dresse ainsi le bilan. Mais ce Sénégalais à la retraite du nom de Ali Kébé ne maîtrise pas grand-chose de la CMU. Il déplore le déficit de communication sur un aspect aussi important que la santé des populations. Il faut faire le maximum de communication en allant au niveau des familles, en les expliquant plus clairement et plus simplement ce qui se passe réellement, parce qu'une vie sans bonne santé, ça vaut rien du tout. Et Cheikh Seydi Ababakar Meng promet une amélioration dans ce sens. Nous voulons aller donc vers l'intensification de la campagne de communication pour permettre aux Sénégalais d'adhérer massivement dans les mutuelles de santé. Un autre aspect décrié, la lenteur dans le système de remboursement des soins dispensés dans le cadre des programmes de gratuité et des mutuelles de santé aussi. André Dembawad, le président de l'Union régionale des mutuelles de santé de Thiès, explique. Le système de remboursement, au niveau des gratuités, le traitement avec les structures sanitaires pose problème. C'est des lourdeurs et il faudrait alléger le travail pour que quand quelqu'un dépose sa facture, on puisse rapidement le rembourser. Plutôt d'attendre qu'une région comme Thiès, on attend que tous les districts sanitaires déposent leurs factures pour que la région puisse payer. Sur le plan des mutuelles de santé aussi, il y a des lourdeurs. Donc le paiement est lent parce que, vous voyez, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu les subventions de 2016. Alors, des mutuelles ont supporté autant leurs membres que les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Et si les subventions ne sont pas versées aux mutuelles de santé, ça pose des problèmes. Beaucoup de mutuelles s'essoufflent aujourd'hui. L'agence de la CMU est consciente de cet impair qui, à la longue, peut bloquer le fonctionnement des structures de santé qui ne comptent que sur les recettes pour essayer de sortir la tête de l'eau. Son directeur général propose une réorganisation du dispositif. Il y a des problèmes à ce niveau parce que le système qui a été mis en place pour les remboursements pour ce qui concerne les gratuités est un système qui au début était quand même un système très bureaucratique que nous sommes en train de réorganiser progressivement, notamment avec la mise en place des bureaux régionaux. Mais il y a aussi un autre problème qui vient s'y greffer. C'est que quand les gens cumulent les factures et les envoient en même temps, ça fait des montants importants. Évidemment, le trésor public ne peut pas tout de suite sortir ses ressources. Donc ce sont des questions que nous devons régler et nous pensons qu'en 2017, elles vont se régler très facilement. Entre déficit de personnel, plateau technique défectueux et obsolète, absence de communication avec un accueil désastreux, selon les usagers, le système de soins sénégalais peut-il porter la grande ambition de la couverture maladie universelle? Les Sénégalais observent. 2016 à Wambaye a également été marqué par une crise scolaire, un bras de fer entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Parmi ces derniers, le SAEMS, mais surtout le grand cadre avec à sa tête Mamadou Lamine Dianté, un homme tenace et têtu que certains qualifient même de révolutionnaire. Entre lui et le syndicalisme, c'est une longue histoire. Son portrait est dressé par Migui Maram Ndiaye. Mamadou Lamine Dianté, ce nom prononcé et le gouvernement panique, les parents à bout de nerfs, les élèves dans le doute. Arrivé à la tête du SAEMS-CUSEMS le 10 août 2010, sa mission première, redresser le syndicat en crise en cette période. Un poste au Conseil économique social, diviser ses camarades, certains pour, d'autres contre. S'ensuit alors une campagne de diabolisation du syndicat Regrette Dianté. Il décide de permettre à cette structure qu'il a intégrée en 2004 de retrouver son lustre d'antan. Une mission commando avec la mention bien. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu un second mandat en 2013, une année qui coïncide avec la nomination de Serigne Mbaye Thiam à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Début d'un bras de fer sans merci entre les deux hommes, œil pour œil, stylo pour stylo. Un Dianté coriace, tenace, têtu et radical, décidé à faire passer comme lettre à la poste les revendications de ses camarades enseignants, mais qui se heurta à un ministre blindé aux menaces et critiques qui dit à qui veut l'entendre qu'il ne signera que des accords réalisables et réalistes. C'est parti pour un dialogue de sourds qui conduit inévitablement à de sérieuses perturbations du système éducatif. Au début, il semblait avoir le soutien des parents d'élèves, mais ceux-ci finiront par perdre patience. Dianté et ses camarades sont dès lors accusés de vouloir sacrifier les apprenants. Une période difficile pour le syndicaliste, mais il ne lâche pas. Dans son dernier bras de fer, il a fallu une intervention des porte-paroles de la confrérie Mouride et Tidjane pour que le professeur en sciences de la vie et de la terre mette de l'eau dans son vin. Que dis-je, dans son bissap. Les parlementaires avaient tenté le coup, mais rien. Un véritable révolutionnaire.
et sa barbe en dit long. Il y a quelques mois, le quotidien L'Enquête le plaçait parmi les contestataires les plus rebelles. Sa barbe rappelle curieusement Che Guevara, Ben Laden ou encore Castro. Au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, qu'il a intégré en 1987, le meilleur ennemi de Serigne Mbaye Thiam se signalait dans les mouvements de contestation, sauf qu'ici, il se heurtait à son papa, un maître coranique qui ne le quittait pas des yeux et qui ne voulait pas non plus vivre sous le même toit avec un meneur, se rappelle Dianté, tout souriant. Son mandat à la tête du CM-SUCUSEM s'est terminé depuis le 25 septembre 2016 et dans une semaine, il va dire adieu à ses camarades du grand cadre. Mamadou Lamine Dianté pourra désormais s'occuper de sa famille. Au CM-SUCUSEM, où il est encore permanent, il revient au Che Guevara des enseignants le rôle de piloter les élections de représentativité, mission qu'il allie avec ses cours à la FASTEF dans le cadre d'un master en sciences de l'éducation. Un homme qui a véritablement marqué les esprits, même s'il a perdu un combat, pas le moindre, celui du départ de Serigne Mbaye Thiam de la tête du ministère de l'Éducation nationale. Mais Dianté et ses camarades n'ont pas pour autant baissé les armes, comme pour dire qu'entre les hommes à la craie et leur tutelle, c'est une guerre sans merci au quotidien, du coup sur coup. Je considère simplement que je suis en fin de mission, mais le combat n'est pas fini. À présent, l'éditorial Société, la couverture maladie universelle qui revient, plus d'un an et demi d'existence, entre acquis et échec, l'accès aux soins de santé adéquats constitue toujours un problème. Pour beaucoup de Sénégalais, la santé est un texte, pourtant il s'agit bien d'un droit. Binta Diallo. Le problème numéro 1 de la couverture maladie universelle, c'est la communication politicienne qui est faite sur ce projet si cher au président de la République. Les Sénégalais n'ont pas la bonne info et résultat, chaque jour qui passe dans les structures de santé, des disputes éclatent entre des pères ou mères de famille et le personnel médical. C'est parce que la CMU n'est pas totalement gratuite pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Problème numéro 2, et ceux qui sont chargés de piloter la couverture maladie universelle n'ont pas communiqué avec pertinence en direction des Sénégalais si ce n'est pas fait à dessein. La CMU est gratuite pour cette tranche d'âge que quand il s'agit d'une urgence ou d'une référence médicale. L'autre goulot d'étranglement tourne également autour de la gratuité de la césarienne. Beaucoup de femmes enceintes sont rejetées dans les structures sanitaires parce que ne disposant pas de carte d'identité nationale, le document qui certifie que vous êtes bien de nationalité sénégalaise. La CMU doit de l'argent aux structures sanitaires, l'enveloppe compensatrice due aux hôpitaux tombe au compte-gouttes et bloque les prévisions de recettes budgétaires des structures sanitaires. La CMU également ne participe pas aux équipements des hôpitaux pour un relèvement des plateaux techniques. L'autre problème tourne autour de la pyramide sanitaire. La couverture maladie universelle n'y joue pas non plus un rôle. La communication à l'endroit des populations fait défaut sur ce volet et de façon criante. La CMU, qui a plus d'un an et demi d'existence, semble, de l'avis des acteurs de santé, beaucoup contribuer à l'accès aux soins de santé, la création de mutuelles de santé, près de 600 dans les collectivités et communes du Sénégal, permet à chaque citoyen de pouvoir disposer d'une prise en charge médicale. L'État y contribue en plus d'une cotisation citoyenne mensuelle. C'est en plus salutaire, mais le constat le plus partagé est que la santé, malgré la couverture maladie universelle, malgré le plan Sésame, est toujours un luxe au Sénégal. Les hôpitaux constituent pour la plupart du temps un mouroir pour les gorgorlous, ce qui veut donc dire qu'à la place des slogans, les Sénégalais ont plutôt besoin de se soigner dans la dignité quand ils sont malades, parce que la santé est un droit pour tous. Binta Diallo, l'invité de cette rétrospective société, Mansour Sy, c'est le ministre du Travail. Dans cet entretien, il reconnaît les revendications des travailleurs, mais ajoute que l'État a beaucoup fait pour ces travailleurs et les retraités. Mansour Sy répond aux questions d'El Hadj Daouda Diouf. Nous sommes avec M. Mansour Sy, vous êtes le ministre du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, un département lourd, surtout quand on sait que vous avez en charge des centrales syndicales, qui le seul mot d'ordre, c'est la grève. Comment vous avez vécu l'année? Le ministère est un département transversal. Vous savez que le dialogue social y occupe une place importante, de même que la négociation collective. Mais il y a aussi un autre volet du ministère qui touche les relations avec les institutions. En cette fin d'année, je voudrais commencer d'abord par présenter mes vœux à tous les travailleurs
et pour eux et pour leur famille. Et surtout leur dire, comme ils ont pu le constater, le président de la République a pris des mesures qui se sont traduites par une amélioration sensible de leur pouvoir d'achat depuis son accession à la magistrature suprême. Je ne citerai que la baisse de la fiscalité sur les salaires, une vieille revendication qui a été prise en charge, satisfaite et qui a coûté à l'État plus de 41 milliards qui a été rétrocédé aux travailleurs. Le plafonnement des prix des denrées de première nécessité, le riz, l'huile, le sucre. Des choses, depuis 2012, on n'entend plus parler de hausse de prix du riz, hausse de prix du sucre. Ensuite, la prise en charge de mesures importantes pour lutter contre les inégalités. D'abord, pour arriver à une protection sociale pour tous. D'abord, nous concernant nous, c'est au volet des travailleurs. Pour que tous les travailleurs puissent avoir la protection sociale, les travailleurs saisonniers, les travailleurs payés à l'heure, les travailleurs stagiaires, tout ceci a fait l'objet de mesures réglementaires, de décrets qui ont été pris pour réformer les IPM, pour mener des enquêtes au niveau des IPM, pour identifier les problèmes auxquels les IPM sont confrontés et pour mettre en place une institution qu'on vient d'installer qui est l'ICAMO, une institution de coordination, qui est une institution fêtière qui va encadrer les IPM pour permettre à tous les travailleurs d'avoir la protection sociale. Une année qui se termine par la prise en charge de mesures importantes liées aux questions de santé et sécurité au travail. Pour la première fois, le président de la République a décidé de l'organisation des États généraux sur les questions de santé et sécurité au travail. Pour que les travailleurs, partout où ils se trouvent, que les conditions de travail puissent être revisitées, pour qu'il y ait moins d'accidents de travail, pour qu'il y ait moins de maladies professionnelles. Et enfin, toutes ces mesures qui ont été prises pour moderniser le dialogue social. Souvenez-vous, il y avait depuis 2002 le Comité national de dialogue social et c'est le président de la République lui-même qui a créé le Haut Conseil du dialogue social avec une gestion tripartite, gouvernement, travailleurs, employeurs. Et qui, dans la mise en œuvre des autres institutions, particulièrement au Conseil économique, social et environnemental, a réservé 5 places aux conditions des centrales syndicales. Des centrales syndicales qui ont été revisitées et une subvention consistante mise à leur disposition pour les renforcer, pour les accompagner. C'est la première fois qu'un État prend de manière transparente une décision d'allouer aux centrales syndicales une subvention de 600 millions chaque année. Mais les retraites aujourd'hui vont battre le macadam parce que simplement, ils ne sont pas pour la mensualisation de leur pension. Vous savez qu'il y a la mensualisation, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était d'abord une demande des retraités. Ce n'est pas l'État qui a demandé la mensualisation. Au contraire, ça va avoir des coûts supplémentaires de plus de 600 millions pour l'IPRES en termes de charges nouvelles. Mais l'État avait eu une stratégie qui s'était dit que les allocations de retraite qui sont payées, d'abord c'était par trimestre. Quand on a eu à faire le changement pour aller au bimestre, il y avait des mêmes résistances. Mais aujourd'hui, chaque allocataire sait que ce qu'il reçoit par bimestre est supérieur avec ce qu'il recevait par trimestre. Maintenant, depuis 2012, le président de la République a pris des mesures en demandant au conseil d'administration de l'IPRES de voter pour chaque année une délibération d'augmentation de la pension de 10% par année. On est à 40%. Et en réalité, ça se traduit par 43%. Parce que c'est la pension de l'année précédente à laquelle on ajoute 10%. Ça veut dire que les pensions qui étaient à 100 000 sont presque à 146 000 et quelques. Entre 2012 et 2017. Et le président a pris toutes ces mesures. Et la mensualisation, ça va être une régularisation d'un certain nombre d'inégalités. Vous savez que l'État a des agents fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. Nous avons parmi, par exemple, les instituteurs, des instituteurs qui sont non fonctionnaires, donc qui n'ont pas pu être titularisés parce qu'ayant été atteints par la limite d'âge, mais qui ont les mêmes diplômes. Quand ils vont à la retraite, ils sont à l'IPRES. Les autres, ils sont au FNR. Vous pensez que c'est normal que l'État ait un traitement différencié de ses propres agents, certains payés par 2 mois, les autres par mois? Je pense que la mesure qui a été prise pour la mensualisation est une mesure d'harmonisation, d'abord au sein de l'espace de la CIPRES, parce que tous les pays membres de la CIPRES sont à l'étape d'une harmonisation et de la mensualisation. Est-ce que 2017 va être donc une année apaisée dans tous les secteurs? 2017 doit être une année de paix et de stabilité, parce que nous avons des mécanismes pour discuter. Le dialogue social reconnaît les conceptions, les perceptions
reconnaît l'existence de nouvelles préoccupations, de nouvelles revendications. Mais c'est le dialogue social qui nous permet tout simplement de pouvoir nous asseoir, discuter, connaître ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, prendre les mesures et avancer. Mansour Sy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Messieurs, merci. Merci à Sortna Natambaye et à son équipe. Tous qui ont réalisé cette rétro-société 2016, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Antoine Diouf. À la technique, Vincent Mamadou Diop. 13h, vous retrouverez El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition en Wolof. GDCS